Bonjour à tous. Alors pour cette dernière table ronde, faire du réemploi une industrie à part entière, on accueillera 4 intervenants. Histoire de présenter un peu l'ECO, dont je suis responsable réemploi. L'ECO, c'est un éco-organisme de la filière des emballages ménagers. Où en fait on est une structure à but non lucratif agréée par l'État pour financer la prévention des déchets et leur gestion. Donc concrètement, les sommes qu'on collecte servent à financer la collecte des emballages, le tri, le recyclage, la sensibilisation du grand public et bien sûr le réemploi qui est l'objet de la table ronde d'aujourd'hui. Donc on finance notamment un certain nombre de porteurs de projets. Et il nous semblait important de donner la parole à certains représentants d'acteurs économiques aujourd'hui sur la question de faire du réemploi une industrie à part entière. Je vais vous donner le micro pour que vous puissiez vous présenter avant qu'on commence les questions. C'est bon, ça fonctionne. C'est bon. Du coup, je m'appelle Melchior de Roquemorel. Je suis l'animateur de l'association Consigne et Réemploi en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, on est une association qui promeut le réemploi des emballages en Bourgogne-Franche-Comté, donc les emballages et la consigne. Et en fait, on fédère un panel d'acteurs assez large qui sont concernés par le réemploi des emballages et entre autres, du coup, des collectivités, ce qui fait un petit peu notre particularité dont on va parler tout à l'heure. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, je suis Nicolas Dechambre et je suis le fondateur et dirigeant de Yerba Maté. Nous sommes producteurs et distributeurs de boissons, consignés évidemment, omnicanaux, puisqu'on travaille avec la grande distribution, le CHR, l'événementiel et tous les réseaux de distribution. Bonjour, Cécile Forgue. Moi, je suis présidente de France Consigne. Donc, c'est une association qui rassemble une dizaine d'opérateurs du réemploi sur les emballages en verre. On a pour objectif d'harmoniser l'utilisation des emballages au niveau de la France et de rendre le réemploi qualitatif et pousser tout ça pour que ça passe à l'échelle. Bonjour, je suis Philippe Reitnauer. Je vous parle de 3 perspectives à la fois, on va dire. Je travaillais anciennement chez Léa Nature comme responsable emballage écologique où j'ai poussé le réemploi au sein de Léa Nature comme sur ce sujet. Je suis un des co-créateurs de l'atelier La Fresque du plastique qui a pour enjeu de sensibiliser les gens à l'utilisation du plastique et évidemment l'arrêt de l'usage unique de l'emballage en plastique fait partie des grands enjeux de la fresque du plastique. Et je suis aussi ingénieur chimiste, donc j'apporte aussi ce point de vue-là sur la manière dont on réfléchit les matériaux d'emballage. Merci à tous les 4. On va commencer par toi, Nicolas. Donc justement, par rapport à une des boissons phares que tu commercialises, qui est Club Maté, on sait que Club Maté est né en Allemagne, originellement, où la consigne pour réemploi existe depuis longtemps et où un certain nombre d'emballages pour boissons sont standardisés. Pour toi, qu'est-ce qu'on peut tirer du modèle allemand pour développer le réemploi en France, notamment sur la partie standardisation des emballages ? Je vais essayer d'être concis. Merci pour ta question. Alors, plein de choses. Le premier sujet, c'est vraiment le sujet de la standardisation des emballages qui a été au cœur des discussions ces derniers mois entre nous et entre les faiseurs. Mais c'est vraiment un modèle qui est très particulier en Allemagne où les standards sont tout à fait démocratisés, où il y a une incitation législative et financière pour aller vers ces standards-là. C'est-à-dire que si vous ne pratiquez pas ces standards, vous avez des amendes tout simplement. Donc ça, c'est un sujet très important. Ce qui nous amène à, nous la France, comment s'intégrer, comment rejoindre ces bonnes pratiques allemandes. Évidemment, ça passe par les standards avec une question, est-ce qu'on a des standards nationaux ? Est-ce qu'on a des standards qui sont valables de manière internationale ? Alors évidemment, moi je prends mon prisme de chef d'entreprise, j'aimerais beaucoup qu'ils soient exportables, nos standards. Et je pense que c'est un biais intellectuel, on se dit que c'est nouveau chez nous, du coup on va créer des nouveaux standards parce que c'est nouveau en France. Et je pense de mon point de vue qu'on a
beaucoup plus attiré en s'inspirant des standards qui existent partout en Europe. Plusieurs raisons, hein. Une question de coût, évidemment. Quand tu as un volume de contenants qui sont fabriqués, ben les coûts sont moins élevés. Une question industrielle, d'interopérabilité. C'est-à-dire que si demain des Français exportent leurs produits à l'étranger, il faut qu'ils puissent être traités de la même manière à l'étranger qu'ils l'auraient été en France. Donc il faut qu'ils puissent s'insérer dans les chaînes de production, dans les chaînes de lavage à l'étranger. Si on parle de l'Allemagne, ben voilà, on a quand même des bouteilles qui sont interopérables à long neck 33, etc., qui peuvent fonctionner. Et il y a un double intérêt, hein. Évidemment, l'intérêt industriel est assez évident, mais il y a aussi un intérêt économique. Si on veut que des gens se mettent à investir dans la consigne, il faut créer un marché. En fait, c'est comme ça que les choses marchent. On est dans un monde capitaliste. Et forcément, si on a des standards communs, on crée un marché commun. Et on va pouvoir s'échanger comme ça ces biens-là, qu'ils soient propres ou sales d'ailleurs, hein, qu'on puisse les laver dans un pays ou dans l'autre, à travers la frontière, en tout cas dans un réseau où la distance est raisonnable. Mais je prends pour exemple de toutes les villes qui sont frontalières, ça serait idiot que quelqu'un à Strasbourg puisse pas faire laver ses bouteilles en Allemagne et inversement. Enfin, c'est que ça me semble quand même assez évident. Alors évidemment, si on parle de Bordeaux et de l'Allemagne, c'est un autre schéma, mais l'idée derrière tout ça est de se dire il faudrait partir de ce qui existe et construire à partir de ça, et pas se dire qu'on part d'une feuille blanche. Il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes, il y a plein de choses aussi qui ne sont pas faisables chez nous, tout simplement, parce qu'on est, on peut le dire, hein, un peu en retard sur ces sujets-là quand même, mais d'adapter l'outil industriel aux standards qui existent ailleurs, d'adapter notre proposition de standards qu'on fait à travers votre travail dans les éco-organismes aux standards qui existent déjà, ça me semble une très bonne première étape pour s'intégrer dans ces marchés consignés qui existent déjà. Et il y a un dernier sujet qui est un sujet qui, pour moi, très important, c'est le sujet de la collecte. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a défini les standards, qu'on les a mis en bouteille, que les gens les ont bu, comment est-ce qu'on récupère nos bouteilles? Et aujourd'hui, il y a un petit souci de biais. On ne sait pas comment mettre en place de la récupération qui ne soit pas une adjonction de carbone. C'est-à-dire que si on dédie des camions à la collecte de consignes, en fait, on perd ce qu'on gagne d'un côté. C'est-à-dire qu'on dépense en carbone en dédiant ces camions à la collecte, ce qu'on a gagné en carbone en ne cassant pas le verre. Et donc il y a plusieurs idées, et moi je travaille, et c'est en discutant avec justement mes partenaires allemands que j'ai imaginé ça, c'est des tarifications de la TVA incitative pour les transporteurs qui circulent à vide en ville et qui pourraient devenir qui pourraient aller récupérer sur les points de collecte les collectes. C'est-à-dire on les incite avec des TVA réduites pendant qu'ils sont à vide à valoriser leur transport. C'est-à-dire que c'est un transport sur lequel ils ne gagneraient pas d'argent normalement, donc là ils vont en gagner parce qu'ils vont transporter quelque chose. Et en plus, pour les inciter à le faire, on fait baisser le taux de TVA. Alors après, ça c'est des discussions de chapelle avec Bercy, etc. Mais d'avoir quelque chose d'incitatif qui vient du gouvernement et qui ne soit pas uniquement assumé soit par les transporteurs, soit par les industriels, soit par les retailers, et qui permettent comme ça d'avoir pas mal de camions qui puissent aller comme ça décharger les points de collecte partout où c'est possible. Ce qui permettrait à la fois d'optimiser, d'utiliser ce vide qui n'est pas utilisé dans ces camions, et aussi d'avoir une économie financière sur cette collecte pour éviter d'avoir à envoyer un camion d'affaires. Voilà, une économie d'argent, de carbone, de temps, de personnes. Enfin, il y a une sorte d'évidence derrière tout ça. Une disposition d'ailleurs des éco-organismes qui va prévaloir à partir de l'année 2024, qui va être le financement de ce qu'on appelle les opérations de réemploi. Donc concrètement, ça correspond à combler une partie de l'écart entre les coûts et les recettes liées à la collecte des emballages réemployables, et aussi les opérations de tri, voire de lavage qu'il y a derrière. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. On va peut-être... alors, si vous voulez réagir avant qu'on passe à Cécile, peut-être, comme vous le souhaitez. Oui, j'en profite, j'ai le micro. J'en profite, j'ai le micro. Ça tombe bien. Je trouvais la dernière... Je vais rebondir juste sur la dernière idée qui était sortie là, sur les histoires de collecte. Puisque du coup, je suis présidente de France Consigne, mais j'ai aussi une autre casquette en étant
co-gérante de Alpes Consigne, qui est du coup opérateur du réemploi en Isère, dans les Alpes, Haute-Savoie, Savoie-Isère. Donc on a la réalité du terrain au quotidien de comment organiser la logistique justement pour aller récupérer les emballages vides en magasin et chez les producteurs. L'idéal, clairement, c'est effectivement qu'on fasse de la logistique inversée, donc c'est-à-dire qu'un producteur vient livrer du plein et repart avec le vide. Ça, c'est vraiment l'optimum et l'idéal. Dans la réalité, c'est vrai que nous, on essaye de trouver des solutions, déjà de ne pas partir collecter un point de collecte isolé quelque part. On fait des tournées, on regroupe les choses. On travaille avec certains distributeurs qui font déjà des tournées de plein et qui, du coup, en profitent effectivement pour collecter du vide. On essaye dans les agglomérations de faire de la collecte à vélo, qui est pour le coup... effectivement, ils transportent du vide, mais il n'y a pas d'émissions de carbone qui viendraient compenser d'autres gains. Et juste, je pense qu'il faut quand même pondérer cette notion de... on perd complètement l'intérêt du réemploi juste en transportant du vide. Je pense que c'est un trait qui est un peu épais, parce que sur le verre, dans le recyclage, il y a aussi des transports. Alors oui, il est cassé, etc. Les camions sont remplis, mais on les fait quand même venir à vide pour aller emmener ensuite le verre dans les usines de recyclage. Donc il faut quand même garder ça en tête. C'est vrai que souvent on parle des circuits de réemploi, etc., en oubliant l'existant à côté. Je pense qu'il faut le rappeler. Mais je suis complètement d'accord avec des propositions qui sont faites. Si on peut faire en sorte que tous ceux qui transportent déjà du vide embarquent au passage les choses, et ça demande plein de cerveaux et des grosses réflexions pour que ça se mette en place. Mais carrément prenante pour que ça se fasse. Ça marche. Très bien, merci Cécile. Alors justement une question en tant que représentante de France Consigne et opératrice du réemploi. Les différents adhérents de France Consigne accompagnent des producteurs pour le passage au réemploi et puis voient aussi le quotidien de ce qui est le tri, le lavage des emballages. Pour toi, quelles sont les barrières au réemploi en France et quels seraient les axes d'action pour les faire tomber ? La grande première barrière, je vais rejoindre la notion de standard. C'est quelque chose vers lequel on pousse depuis les débuts, aussi bien au niveau d'Alpes Consigne qu'avec le regroupement qu'on a fait au sein de France Consigne, d'avoir des bouteilles qui puissent être produites à Nantes, distribuées partout en France. Moi, je vais parler que du marché français parce qu'on travaille à cette échelle-là, mais ça se duplique au niveau européen. Quelque chose qui puisse être distribué partout en France et puis qui va être collecté sur l'ensemble des territoires et qui soit possible de revendre localement. Ça marche que s'il y a des standards. Et après, pour ponctuer un petit peu, juste pour du coup les freins effectivement qu'on va rencontrer, avoir de la standardisation au niveau national, on le constate déjà, et je pense qu'au niveau européen, c'est encore plus vrai. On a en fait déjà en France, au niveau de la vente des bouteilles neuves, des typologies de bouteilles qui vont être différentes entre ce qui se vend dans le nord de la France, qui va être peut-être un peu plus influencé par le marché belge, que de nous, ce qui se vend dans les Alpes. Et en fait, déjà, nous, au niveau des Alpes, on a du mal parfois à passer sur certains standards qu'on s'est imposés au niveau français, parce que simplement les verriers et les distributeurs des verriers ne vendent pas en fait ces bouteilles à nos clients, qui ne sont pas du coup habitués à ces formats-là. Et ça fait un frein en fait supplémentaire au passage au réemploi. Après, le deuxième point important pour le passage au réemploi et qui est un peu notre cheval de bataille quotidien, c'est les étiquettes. Donc là, c'est travailler avec les imprimeurs, travailler avec les fournisseurs de papier, colle, etc. Pour avoir des solutions toujours plus larges. On essaye d'élargir de plus en plus au fil de la recherche et du développement. Pour avoir des solutions qui sont compatibles avec ce que vont chercher les clients en termes d'image, de marketing, et compatibles avec nous, ce qu'on fait au quotidien, à savoir laver les bouteilles, et qui implique du coup que les étiquettes partent au lavage. Donc ça, c'est vraiment les deux aspects techniques, terrain du quotidien, qui peuvent poser des gros freins. Et après, sur les parties plus économiques, on va dire que la collecte représente effectivement un point assez onéreux sur toutes les pratiques qu'on met en place aujourd'hui, qu'on ne sera pas en capacité, nous, notre modèle économique repose sur des volumes et sur des enjeux d'échelle.
Ça va venir impacter les coûts de lavage à terme. Sur la collecte, on peut optimiser au maximum, mais ce sera toujours un poste de dépense qui est assez important. Voilà. Déjà. Peut-être pour aborder justement les leviers d'action qu'il peut y avoir en face. Alors, tu l'as peut-être pas abordé, mais la question de la communication en magasin, sur cet aspect ou sur d'autres, quel levier Oui, alors du coup, effectivement, un levier important qui nécessite de la coordination entre les différents modèles de réemploi qui sont en train de se mettre en place et qui vont se développer dans les années à venir, c'est vraiment autour de la communication. Moi, je pense et je porte fortement cette idée qu'il faut qu'on arrive à avoir une communication qui soit cohérente pour les consommateurs. On ne peut pas se permettre de mettre en place 3 systèmes de consignes différents, quelque chose de spécifique aux grandes surfaces, puis les petites épiceries parlent pas de la même façon aux consommateurs, et puis les enseignes spécialisées ont encore une autre façon de communiquer. Ça, pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de rater le coche et de passer à côté du réemploi. Donc il y a un gros enjeu à réussir à aligner la communication qu'on aura tous pour le consommateur, pour que ce soit simple. Et ça, c'est vraiment le mot clé, en tout cas, de ce qu'on essaye de faire au quotidien, que ce soit simple pour l'ensemble des parties prenantes et le consommateur en premier, parce que c'est celui qui fait le premier geste de la boucle. Ça marche. Voilà. Est-ce que vous souhaitiez intervenir ? Juste sur un petit point, sur le point de la communication, puisque moi j'ai beaucoup de retours de clients là-dessus, et notamment sur les termes. En fait, il faut essayer d'avoir des termes qui sont très précis en fait, et qui sont employés à escient. Par exemple, on a beaucoup parlé de consignes pour recyclage, que moi j'ai défini comme un braquage sémantique, vraiment, parce qu'il n'y a pas de consigne dans le recyclage en fait. Et en tout cas, ça fait perdre le discours. Et je te rejoins tout à fait sur le volet simplicité. Il faut que les gens, il y ait de la lisibilité, de la simplicité dans le retour, c'est-à-dire dans l'acte de rendre sa bouteille. Et que les termes employés, quand on met réemployable sur une bouteille, on sait que c'est réutilisé pour la même fonction que celle de départ, quoi, ce qui est la définition de la consigne. Et ce qui correspond peut-être aussi à l'un des travaux qui avait été mené par Réseau Consigne, Réseau Vrac et Réemploi, d'avoir un picto commun pour le réemploi mis sur un certain nombre de bouteilles et qui permet de l'identifier facilement, que ce soit pour l'opérateur de réemploi comme pour le consommateur et la grande surface. Melchior, tu souhaitais intervenir ? Oui, je voulais juste venir compléter quelque chose, surtout sur un aspect, on parle beaucoup de communication envers le consommateur, mais assez peu finalement de la communication envers les producteurs, et notamment les plus petits producteurs, qui eux finalement ont strictement aucune visibilité sur quoi faire, et au plus proche des territoires finalement, il n'y a pas grand monde vers qui en fait ils sont en capacité de se tourner. Et très souvent, ces derniers mois, on a réalisé beaucoup de sensibilisation envers des producteurs qui produisent 10, 20, 30 000, 40 000 unités par an. Et en fait, eux, ils savent pas du tout comment avancer. Est-ce que, en fait, ils n'ont pas de liquidité de trésorerie en fait pour pouvoir investir dans des nouveaux contenants. Ils sont prêts, en fait, ils ont très envie en fait de passer au réemploi, mais il y a cette question de la trésorerie, des financements en fait qui sont pas accessibles pour eux. Et vers quel type de contenant? Ils savent pas non plus exactement. Ils voient apparaître en fait quelques standards, pardon. Et ces standards finalement seront accessibles qu'aux plus gros en fait dans un premier temps. Donc eux en fait comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'intégrer dans ces dynamiques? Ils savent pas trop. Ils ont plus peur finalement de toute cette mécanique du réemploi, même si dans le fond en fait ils ont envie de s'y mettre parce qu'ils croient dans le local. Ils savent que la consigne finalement c'est un vrai plus pour eux, pour faire revenir les clients. Et donc voilà, comment faire en fait? Moi c'est un peu la grande question que j'ai. Et qui pour faire quoi? Peut-être que je vais y répondre un petit peu après, mais voilà, le problème ça reste les financements et comment financer ces plus petites unités de production. Et ça c'est un vrai problème aujourd'hui parce qu'il n'y a pas grand monde pour s'y adresser en fait. Vous avez des réponses? Oui, je veux bien répondre parce que c'est quand même notre cœur de métier en fait, de répondre à ces typologies de producteurs-là.
Je ne sais pas exactement comment vous êtes coordonnés avec J'aime mes bouteilles qui est en Bourgogne-Franche-Comté, mais en tout cas, nous, nos clients, c'est vraiment des producteurs de petite taille, voire moyenne. Les très gros, de mon point de vue, ne travailleront pas avec nous parce qu'ils ont les capacités en fait, d'investir dans une unité de lavage en entrée de ligne. Donc on est vraiment là pour apporter des solutions aux producteurs qui n'ont pas, dont ça n'est pas le métier, qui n'ont pas envie non plus de laver par eux-mêmes, etc. Donc qu'ils n'hésitent pas à contacter France Consigne. Derrière, il y a 10 opérateurs et tout le monde a cette capacité d'accompagner et de répondre à ces questionnements. Après, on manque peut-être de force vive parfois, ça c'est vrai. Et on a des fois des délais un peu plus longs que ce qu'on aimerait pour être capable d'accompagner tout le monde. Mais on a les solutions. Voilà. Et puis... Pardon. Juste un petit truc pour du coup ma remarque c'est pas du coup sur le sujet des bouteilles, c'est plus sur les autres contenants, les conserveurs, les yaourts, ceux qui fabriquent des yaourts, ceux qui fabriquent des fromages en pot ou autres. Et donc là il y a vraiment pas grand chose, effectivement il n'y a pas d'acteurs sur le territoire. C'est effectivement des contenants qui doivent aussi être standardisés, quand on se parle de yaourt, de crème, de conserve, de confiture. Et qui font partie des travaux des éco-organismes en cours. Sur le volet financement, je pense qu'il est important aussi de noter les financements, notamment de l'éco en tant qu'éco-organisme via son appel à projet, et aussi des financements qui peuvent passer au travers des accompagnements de France Consigne. Mais c'est sûr qu'on n'en a pas forcément connaissance en tant que producteur de ces mécanismes d'accompagnement-là. Oui, et puis les producteurs n'ont pas forcément le temps de répondre à ces appels à projets, ni ils doivent produire en fait au quotidien, ils n'ont pas le temps de remplir des dossiers au quotidien, et justement, il y a peut-être des solutions de mutualisation à faire pour répondre en gros justement aux appels à projets, mais voilà, après sous quelle structure, comment... On va peut-être passer à Philippe sur un aspect très différent que sont les matériaux utilisés pour les emballages. Aujourd'hui, c'est beaucoup le verre qui est mis en avant dans les filières de réemploi, de par son caractère inerte notamment. Mais on peut se poser la question des emballages réemployables en plastique, notamment en plastique souple, qui correspond à un matériau largement utilisé, notamment dans l'industrie agroalimentaire et cosmétique. Voilà, d'où la question, selon toi, est-ce qu'il y a un avenir pour cette filière, notamment sous un aspect réemploi ? Merci beaucoup pour cette question, Maude. Alors, c'est pas à moi d'en décider tout seul, on est bien d'accord, mais je suis ravi qu'on soit là pour en parler. Je vais juste essayer de donner 2-3 points de vue et je vais rebondir sur deux choses qui ont été dites. C'est l'aspect facilité pour le consommateur et l'aspect facilité pour le producteur aussi. Et la problématique générale qui est de rendre une rupture la plus facile possible, donc passer d'un modèle à usage unique à un usage multiple, il se pose encore plus pour tous ceux qui n'ont pas de ligne adaptée avec des emballages réemployables actuels. Donc c'est sûr que le verre, par sa position historique, on va dire, se taille la part du lion à l'heure actuelle dans les matériaux d'emballage pour le réemploi. Je pense aussi que la haine du plastique, si j'ose dire les choses comme ça, la peur du plastique est aussi un des vecteurs forts qui fait que les premiers consommateurs prêts à franchir ce pas sont clairement des consommateurs qui ont envie d'aller vers le verre. Et je dis verre, mais il y a métal aussi. Alors c'est assez rigolo parce que quand je vois les 4 gourdes qui sont là autour de la table, on a 2 verres et 2 métal. Donc c'est assez rigolo comme partage. Pour autant, alors je suis venu avec des choses, j'aime bien ramasser des choses quand je me pointe dans la rue. Je suis venu avec plein de petites choses. Vous voyez tout ça ? C'est des emballages en plastique souple que j'ai ramassés dans la rue ce matin. Alors oui, il y a des emballages en plastique réemployables déjà, c'est clair. On a parlé de la bouteille en PET. Tobias a parlé de la bouteille en PET avant. On voit qu'il y a aussi beaucoup d'emballages de vente à emporter en polypropylène qui sont en gros des tupperwares, pour ne pas nommer cette marque, qui arrivent. Ils se font une place petit à petit à côté. Je ne vais pas commenter la chose, je pense qu'ils ont des valeurs. Là où, pour moi, il y a vraiment un impensé total, c'est les emballages souples. C'est-à-dire ça.
Vous vous rappelez tous d'avoir eu ça récemment entre les mains, je suppose. Moi aussi. Ça reste un impensé dans notre société parce que c'est des choses qui sont vraiment iconiques de notre société linéaire. Savoir, c'est pas cher, c'est facile à mettre en œuvre, c'est facile à ouvrir, facile à jeter et très facile à oublier. D'autant plus quand, comme celui-là, on n'est absolument pas iconique, donc on ne peut pas tracer, on ne sait pas de qui ça vient. Bon, c'est quoi le futur pour le réemploi de tout ça? Donc on voit avec courageusement certains des producteurs, enfin des producteurs, des distributeurs. On peut citer Loop, on peut citer Bocaux Locaux, puis La Tournée ou Le Fourgon, vendent maintenant des choses qui sont vendues typiquement d'épicerie dans des emballages en verre. C'est intéressant. Je me rappelle d'avoir poussé pour cette solution quand je bossais pour les natures. Mais je pense qu'il y a mécaniquement ce que j'avais appelé en rigolant un plafond de verre. Il y a logiquement un plafond de verre au-dessus de ce truc-là. Jusqu'où on arrivera à chercher les consommateurs et jusqu'où on n'ira pas à chercher les consommateurs. J'ai pas de solution à vous donner pour les autres consommateurs, mais je pense que c'est important que la communauté dans laquelle on est, la communauté de ceux qui veulent promouvoir le réemploi et le vrac, réfléchissent aussi à comment on vient chercher, avec d'autres modèles, d'autres types d'emballages, encore plus de consommateurs pour les amener à ça. Comment on propose une alternative à ça, qui soit aussi, dans le fond, ça me dérange de porter parce que c'est lourd. Donc la livraison à domicile, c'est super intéressant. Voilà. Mais la question, c'est avec quoi on ferait ces emballages souples? Quel matériau alternatif il y a? Donc on entend beaucoup parler de papier, et du coup je voudrais saluer l'excellent travail fait par monsieur et madame Recyclage, plus précisément madame et monsieur Recyclage, sur le papier et la transformation du papier. Mais comme il le montre bien, il y a toujours un peu de plastique là-dedans. Donc dans le fond, j'arrive à une situation qui est, n'aurait-on pas besoin de matériaux en plus dans notre carquois pour répondre aux différents besoins du réemploi, faciliter la vie des transformateurs et des petits producteurs qui ont déjà un équipement industriel et qui ne vont pas pouvoir tout changer. Et du coup, pour répondre au thème de cette table ronde ici, c'est est-ce qu'il ne manque pas dans l'industrie, pour faire du réemploi d'industrie, est-ce qu'il ne manque pas aussi un autre acteur, c'est les producteurs de matériaux? Comment écrire le cahier des charges du matériau de réemploi idéal de demain? Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup et sur lequel j'aimerais bien assister, mais une graine aussi que j'aimerais assommer. À mon avis, la fin de l'histoire n'est pas encore arrivée. Voilà. À écrire encore. Des réactions? Sujet passionnant autour de la consigne, la R&D. La R&D, on en entend beaucoup parler, il y a énormément de budgets publics qui sont mis dessus et en fait pas forcément targetés au bon endroit, parce que je pense en réfléchissant à ces sujets-là qui sont des sujets passionnants avec en plus une vision chimie, industrie, etc. On peut à mon avis arriver à des solutions qui sont extra, moins lourdes que le verre, moins fragiles, parce que c'est aussi un des gros soucis du verre aujourd'hui, c'est qu'on est obligé de le transporter dans des caisses bien séparées parce que c'est fragile. Et aussi, ça n'est pas, on ne peut pas en changer la forme. On ne peut pas le transporter comme une caisse, par exemple. On ne peut pas le replier, le verre. Il a toujours sa forme et il prend de l'espace. Il a un volume qui est incompressible, quoi. Donc, c'est des sujets hyper intéressants. Je te rejoins beaucoup là-dessus. Je serais ravi que tu proposes une solution de ce côté-là. Encore peut-être un autre sujet pour compléter plus sur l'aspect collectivité à Melchior du coup. Pour ce qui est du réemploi et du développement du réemploi du côté des collectivités, quelle place est-ce que les collectivités territoriales occupent dans le développement du réemploi? Quels freins rencontrent-elles? Alors les collectivités à l'heure actuelle en Bourgogne-Franche-Comté sont assez peu nombreuses finalement à se lancer sur le sujet du réemploi. Je pense qu'il y en a à tout casser, ouais, il y en a même plus, il doit y en avoir une dizaine, quelque chose comme ça. En fait, la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a différents types de collectivités. En fait, il y a les collectivités qui sont en charge, en fait, qui ont la délégation de la compétence du traitement des déchets, et aussi travaille sur la question de la sensibilisation du coup, à la réduction des déchets. Donc là, il y a l'onglet réemploi qui rentre en compte. Mais
Mais dans ce cas-là, ils agissent, mais pas non plus de manière pas forcément très proactive, parce qu'ils n'ont pas forcément en fait des équipes formées sur ces sujets-là. Cet aspect-là a besoin d'animation, d'une présence vraiment renforcée sur le terrain pour pouvoir mobiliser sur ces questions. Et finalement, ils n'ont pas forcément tout le temps les ressources. Bon, heureusement que maintenant, avec tous les fonds réemploi des éco-organismes, ça commence un petit peu à bouger. Mais de l'autre côté, en fait, il y a certains syndicats de traitement de déchets qui prennent en main cette question du réemploi de manière hyper active. Et en parallèle, en fait, il y a ceux qui ne font, j'ai envie de dire, pas grand-chose. Mais quand il se passe pas grand-chose, en fait, parfois, il arrive que ce soit plus des intercommunalités, en fait, qui veulent prendre en main aussi le problème sous un angle un petit peu différent, qui n'est pas forcément celui du traitement des déchets, mais plutôt celui de la transition écologique. Et donc dans ce cas-là, en fait, ça fait partie des différentes idées à mettre en œuvre sur un territoire. Mais voilà, la problématique, c'est toujours, finalement, elle est essentiellement humaine aussi dans leur mode de fonctionnement. C'est finalement qui est formé sur ces sujets-là, qui a envie en fait de porter ces sujets, et ces structures, en fait, elles sont dirigées par des élus. Et les élus n'ont pas forcément connaissance finalement de tout ce qui se fait sur ces thématiques. Donc soit ces élus en fait peuvent être formés d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas sont intéressés par ces questions de réemploi. Là on a de la chance sur notre territoire, il y en a quelques-uns qui sont très très impliqués et justement qui font partie de ces syndicats de traitement de déchets. Mais dans d'autres cas, en fait, ce sont des intercommunalités qui prennent le problème en main. Et dans le cas précis que j'ai en tête, c'est plutôt dans le sud de la Bourgogne-Franche-Comté. On a un agent du syndicat de traitement de déchets qui est en charge de l'économie circulaire. Il dit que le réemploi, il faut y aller à fond et il met en place en fait tout ce qu'il faut derrière. Il fait une petite étude locale et il mobilise des producteurs derrière. Mais en fait, il est un petit peu tout seul dans la barque parce que les responsables qu'il a au-dessus de lui ne trouvent que le sujet n'a strictement aucun intérêt et il ne faudrait pas, à la limite, pas s'en occuper. Donc, et là, il n'y a aucun élu derrière pour poser le sujet. Donc c'est un petit peu la difficulté. Chouette, c'est que les syndicats de traitement de déchets, gestion de déchets, ont la capacité d'être financés par les éco-organismes pour mettre en œuvre des expérimentations, des études et voire même déployer des moyens. En revanche, du côté des collectivités territoriales, c'est pas vraiment la même chose parce que ils ont, en fait, leur statut fait qu'ils ne peuvent pas être éligibles au financement des éco-organismes. Dans ce cas-là, ils prennent sur leur fonds leurs deniers personnels finalement, qui viennent de projets un petit peu différents. En Bourgogne-Franche-Comté, on a de la chance justement sur ces sujets de collectivités qui se mettent un petit peu en marche sur le sujet du réemploi, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y a 4-5 expérimentations qui sont en cours sur le territoire, qu'on essaie un petit peu de faire fonctionner à peu près en même temps. On en a une qui est portée sur un territoire hyper rural qui est le Haut-Doubs. Le Haut-Doubs, c'est un territoire un petit peu montagneux des grands plateaux jurassiens. Et en fait, ce territoire du Haut-Doubs représente un tiers du département du Doubs. Et il y a seulement en fait 140 000 habitants, donc en fait c'est un territoire gigantesque, hyper rural, très peu d'habitants, et finalement c'est sur un territoire comme ça qu'on n'imaginerait pas un petit peu propice au réemploi que commencent à se faire des choses et notamment des expérimentations. Et là dans ce cas précis, c'est vraiment il y a des élus qui portent les projets, des équipes qui, derrière, sont formées et qui ont la capacité à répondre à des projets, à mettre en œuvre sur le territoire de la mobilisation pour les producteurs. Et finalement, on n'en est que à ce stade-là pour l'instant. On mobilise des producteurs et c'est là où finalement ces producteurs font remonter toutes leurs problématiques et on essaie de trouver des solutions un petit peu mutualisées de flottes mises en commun ou d'autres sujets parce qu'on ne les a pas tous encore, mais en tout cas le principe principal c'est la mutualisation des flottes et là ça commence à prendre un petit peu, donc d'ici quelques mois je pense qu'on aura un peu plus de retours à vous faire sur le sujet, mais voilà, c'est assez fort ce qui se passe.
beaucoup de producteurs sont mobilisés, ont envie de mettre leur pied à l'étrier. Il y en a certains qui le font déjà, même depuis de nombreuses années, mais de manière totalement indépendante. Et eux, parfois, ils ont un petit peu de difficulté à vouloir finalement rentrer dans de nouveaux modèles parce qu'ils ont déjà tout mis en place derrière et ça marche. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire passer ceux qui sont acteurs du réemploi depuis de nombreuses années et faire en sorte qu'ils s'adaptent aux nouveaux modèles? Ça, c'est encore à essayer. Mais donc, voilà, il se passe pas mal de choses. Il y a aussi une expérimentation qui est en cours à Besançon, où il y a Emboîte le Plat qui est présent ici. Et en fait, le portage du dispositif Emboîte le Plat se fait par... pas le portage, dont le financement du dispositif se fait en partie par le syndicat de traitement de déchets. Et donc là aussi, on avance petit à petit avec des financements un petit peu différents. Là, dans le cas d'un syndicat de traitement de déchets, il est financé par des éco-organismes. Mais en plus, il y a aussi la collectivité qui contribue. Bref, voilà, le principe qu'on essaie de mettre en avant en Bourgogne-Franche-Comté, c'est essayer vraiment de mutualiser au maximum, mettre autour de la table tous les acteurs pour que finalement il y ait une transmission, j'ai presque envie de dire horizontale de l'information, que tout le monde, quelle que soit la taille et son niveau de production, finalement soit au courant des obligations de chacun pour faire avancer un petit peu la loi AGEC sur le territoire. On entend dans ta recette à la fois la partie sensibilisation des élus, donc la partie aussi facilitation, qui est une des grandes forces de votre association, qui peut travailler avec plusieurs territoires différents et donc mutualiser les coûts. Et bien sûr, l'aspect financement. Je précise que les collectivités territoriales sont éligibles au financement des éco-organismes pour la partie réemploi, sur la partie portage à domicile. Sur les autres parties qui effectivement sont un peu plus compliquées d'un point de vue réglementaire du fait de leurs compétences, c'est en discussion. Mais effectivement, c'est d'où la nécessité aussi d'avoir des acteurs, des associations, entreprises investies sur le terrain comme celle que tu représentes et d'autres pour porter ces sujets-là au niveau local. Merci à vous. Est-ce que certains souhaitaient réagir à l'intervention de Melchior avant qu'on passe au mot de la fin ? Bon, merci à tous les quatre. Alors, une dernière question quand même. Donc, on a vu là un panel d'acteurs très différents qui agissent pour le réemploi. Donc, côté collectivité, producteurs, opérateurs de réemploi, et puis aussi la fabrication des emballages et les thématiques techniques qu'il y a derrière. En une phrase, qu'est-ce qui pourrait faire booster le réemploi en France, si on pouvait le résumer? Par qui est-ce que je commence? Pour moi, c'est ce que j'essaie de faire avec la phrase du plastique, c'est vraiment faire comprendre à quel point les générations futures nous regardent et ne comprendront pas qu'on n'a pas réussi à faire ce passage. C'était une très belle conclusion. On aurait dû laisser le micro en dernier. Non, mais en concertant un petit peu les membres de France Consigne rapidement tout à l'heure, on se disait, quelqu'un ressortait le fait que ça pouvait se développer par l'offre, ne pas attendre la demande des consommateurs, comme on le fait beaucoup sur beaucoup de marchés. Et nous, on le voit par les sondages. En fait, les gens, au final, sont dans l'attente, mais tant qu'il n'y aura pas la solution de façon simple et accessible sur le territoire, ça ne se fera pas. Donc, allons-y. Moi, déjà, note positive, moi, je suis quand même assez fasciné par l'énergie dépensée par tous les acteurs autour de ces sujets-là. Et pour moi, il y a quand même un absent, c'est le législateur. Et on manque de cadre et tous les acteurs sont en train de construire, de bricoler, de poser des pansements, du plat, et il nous manque le cadre. Donc si on avait cette petite impulsion supplémentaire de cadre, d'obligation, d'incitation, ça pourrait faire avancer les choses beaucoup plus rapidement. Et puis après tout ce qui a été dit, déjà je pense que le mot-clé finalement c'est la simplification. Je pense qu'il faut un cadre, oui, mais un cadre qui soit assez simple pour qu'il puisse être pris en main par tous et surtout impliqué dans
dans les processus de définition de ces cadres un maximum d'acteurs et pas seulement les plus gros, et aussi ne pas oublier d'intégrer tous les acteurs de l'ESS qui agissent depuis probablement de nombreuses années sur toutes ces thématiques-là et qui ne font pas forcément partie des discussions au niveau national, j'ai envie de dire, même s'il y en a quand même, heureusement, mais pas tous. Merci beaucoup. Alors, il est 17h32. On était censé finir à 30. Peut-être est-il possible de prendre une ou deux questions du public. Je regarde Réseaurac et Réemploi si c'est... Bon. On va dire que c'est bon. Bonjour à tous, merci pour votre intervention, c'était super sympa. Je me présente, Klaus, je suis producteur d'une petite boisson sur Grenoble. J'ai mon atelier de production qui est dans un quartier prioritaire de ma commune. Et en échangeant avec mes voisins, j'ai vite compris un des principaux problèmes, je pense, de tout ce qui va être consigne, réemploi, etc. C'est qu'en fait, on va pas réussir à, je pense, suffisamment vulgariser pour orienter ces idées vers tous. J'aimerais un peu de statistiques peut-être démographiques pour savoir si on est un petit peu dans de l'entre-soi dans ce genre de thématique ou si on arrive à rendre ça évident pour tout le monde. Parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout quelque chose qui était envisageable pour des publics un peu précaires notamment. Et savoir en fait si là on est en train de viser une petite partie de la population et que c'est sympa que tout le monde s'y mette dans cette partie-là mais qui représente une minorité. Voilà. Alors, c'est complètement vrai qu'aujourd'hui, on est dans de l'entre-soi. Ça, faut pas se voiler la face. Parce que les premiers à s'être mis dans les boucles de réemploi, etc. Et on est très content parce qu'il en fallait. Mais c'est les réseaux bio, c'est les épiceries, vrac, zéro déchet, etc. La bonne nouvelle, c'est que fin 2023, du coup maintenant, on commence aussi à aller vers de la grande surface. Donc déjà, en termes d'offres et d'accessibilité, on va s'orienter vers des publics qui sont plus variés. Ça va de pair aussi avec le type de producteurs qui s'engagent dans la démarche. Donc avec les réseaux bio, etc., vont les producteurs qui sont engagés dans le bio. On voit bien qu'aujourd'hui, on a du mal à faire aller les producteurs qui sont engagés avec nous vers la grande surface. Donc pour pouvoir aller en grande surface, il va falloir aussi embarquer des producteurs qui sont aujourd'hui distribués en grande surface. On ne réussira pas à faire de pont entre ces deux réseaux, c'est pas vrai. Mais la volonté, en tout cas, est là d'être... nous, dans notre raison d'être, on est là pour faire en sorte que le réemploi soit disponible sur le territoire et accessible pour l'ensemble des citoyens. Et donc vraiment pour toutes les classes sociales. Donc maintenant, ça s'est fait dans ce sens-là parce qu'il fallait bien que ça démarre d'une façon. Notre souhait, c'est que dans les années qui viennent, on arrive à vraiment élargir ça. Et ça va aussi se jouer du coup sur les gammes de produits qui sont disponibles en rayon et la possibilité du coup pour n'importe quel consommateur demain de trouver les produits qu'il a l'habitude d'acheter aujourd'hui, mais dans des emballages réemployables en fait. Je te rejoins tout à fait. Et moi, je suis d'accord avec ce principe-là. J'ai dit souvent, alors ceux qui m'ont déjà entendu vont répéter, mais c'est un des rares sujets, la consigne, où du metteur en marché au consommateur, tout le monde est responsable de cette chaîne vertueuse. Et je trouve ça au contraire la meilleure manière d'embarquer des classes plus populaires dans la population en donnant du sens quand ils consomment, parce qu'on leur donne une vraie responsabilité de citoyen. On les accuse plus de mal trier, de jeter à côté, de machin, mais non, ils sont responsables comme l'industriel, comme le metteur en marché, comme l'opérateur de consigne. On a tous le même niveau de responsabilité pour aller vers quelque chose de vertueux. Et je trouve que ça donne un sens qui est quand même assez particulier à tout ça. Je pense, pour compléter aussi, alors, point de vue de désirabilité du consommateur pour le réemploi, on a mené avec l'ECO une étude l'an dernier, une étude conso auprès de 1000 consommateurs en France, qu'on a souhaité vraiment toucher le public le plus divers possible et le plus représentatif de la population française en termes d'âge, de CSP, de région, d'habitation et autres.
Les résultats étaient quand même très surprenants et positivement surprenants. On a étudié 4 grandes familles de produits et dans tous les cas, on avait entre 70 et 90% des consommateurs répondants qui se disaient favorables à acheter leurs produits dans un format réemployable. Donc c'est certes du déclaratif, mais ça donne une idée des tendances et surtout du fait que la thématique peut être comprise par un grand public. L'autre sujet qui est effectivement le fait de rendre ces pratiques plus connues du grand public, c'est aussi la sensibilisation qui passe notamment par les réseaux sociaux. C'est aussi quelque chose qu'on a mis en place depuis cette année sur TikTok, Instagram et autres, que de rendre pédagogique et accessible au plus grand nombre le geste de réemploi, d'expliquer ce que c'est, d'expliquer les enjeux qu'il y a derrière. Et c'est aussi un des travaux qui nous tiennent à cœur. Peut-être y a-t-il d'autres réactions ou questions côté public ? Bonsoir, merci de vos interventions les uns et les autres, très intéressantes et très constructives. Pour autant, ça rejoint ce qui a été dit tout de suite, ça rejoint ce que vous avez évoqué tout à l'heure. On pose le réemploi comme un acte citoyen particulier, vertueux, engagé. Quelle est la différence par rapport, je vais prendre l'exemple du verre, par rapport au geste basique d'aller jeter son verre dans le point d'apport volontaire du verre, qui n'est pas considéré comme plus citoyen que ça, c'est juste un geste normal. Et se poser la question de désacraliser ou de ne plus se poser la question, en fait, de la réemployabilité, mais juste de dire c'est réemployable, ça va être utilisé. Et la mise en production, elle se fait. Aujourd'hui, 80% de ce qui est mis sur le marché en emballage réemployable est collecté, notamment en verre, est collecté pour recyclage. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe là en disant simplement il faut des boucles simples, s'appuyer sur les collectivités territoriales, excusez-moi, je suis élu local, je me permets de le dire, s'appuyer sur les collectivités territoriales pour à un moment faire en sorte que la collecte, la massification, ce rebond du cycle de réemploi se fasse de façon plus simple, dans les mêmes conditions, de la même manière que ça l'est pour le recyclage du verre, que ça l'est pour nos emballages qu'on met dans le bac jaune, que ça se fait, comme on l'a vu, sur les biodéchets ou des choses comme ça. Simplement, ne pas se poser la question, agir et faire en sorte que ça essaime. Merci. Est-ce que certains souhaitent répondre à la question ? Je n'ai pas de réponse absolue, sinon de dire que ça s'est déjà produit dans le passé. Dans le temps, on ne jetait pas les emballages, on les réutilisait. Je ne vois pas d'impossibilité matérielle ou, on va dire, génétique dans l'être humain pour y arriver. C'est juste des habitudes et des us et coutumes à remettre à jour ou un logiciel à recharger, de mon point de vue. Mais oui, il y a un peu de travail parce que l'usage unique a lessivé et emporté avec lui énormément de savoir-faire. Et je compléterai en ponctuant l'idée comme quoi le recyclage c'est quelque chose de acquis et normal. Je le constate, ce qu'on a constaté les années passées en faisant les entretiens d'embauche de nos alternants, donc sur des publics qui sont plutôt jeunes. Étant une entreprise engagée, on pose à un moment donné la question de comment vous traduisez un éventuellement quelque chose dans votre quotidien qui ferait que vous avez un geste vert. Le tri est le principal élément cité par ces gens, ce qui pour nous est complètement la base et ne devrait même pas sortir à l'entretien. Mais en fait, pour eux, c'est le truc qu'ils font et c'est le seul truc qu'ils font et c'est un truc engagé et écolo. Donc, ça vient ponctuer un peu cette notion que vous disiez que le recyclage c'est normal, etc. Je suis pas sûre de... Voilà, même si c'est bien fait en plus pour le verre, comme vous disiez, c'est des chiffres qui sont assez bons. C'est
ça va être la fin. C'est pas si évident que ça. Après, je rejoins complètement l'idée qu'il faut qu'à nouveau ce soit accessible, donc sur suffisamment de points de collecte à proximité de là où les gens habitent. Le parti pris qu'on a fait, nous, c'était de l'installer dans les points de magasins alimentaires, parce qu'on va faire nos courses, donc autant y revenir avec nos emballages plutôt que de faire un détour en plus en déchetterie ou autre. Donc sur tout le reste, je rejoins la remarque. Il n'y a plus qu'à, en fait. Hein. Allons-y. Un grand merci à tous les quatre. On va devoir s'arrêter là. Merci également au Salon pour cette organisation. Et puis, très bonne fin de journée à tous.